Nous souhaitons tout de même te prévenir, cet épisode aborde des situations de violence intrafamiliale susceptibles de heurter certaines personnes. Prenez soin de vous et n'hésitez pas à interrompre votre écoute si vous en ressentez le besoin. Eh ben, bienvenue Julie sur, notre, canapé. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, on est sous plaid là, c'est vraiment l'hiver calédonien. Tu es venue nous parler de ton parcours de parentalité, de ta vie un petit peu aux 4 coins du monde en tant que calédonienne expatriée et dans quelles conditions tu es, revenue au pays, comme on dit, avec ton fils qui est né aux États-Unis. Oui, merci de m'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu veux te présenter? Oui, donc je m'appelle Julie, je suis calédonienne et j'ai 33 ans et maman d'un petit garçon qui s'appelle Thiago qui a eu 2 ans hier. Ah bah, joyeux Oui, anniversaire Thiago. merci. Alors, Thiago, il est arrivé dans ta vie quand tu habitais aux États-Unis Oui, avec, son géniteur. oui. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu dans quelles conditions il est arrivé? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés déjà? Et un petit peu comment est-ce que tu es partie vivre, aux États-Unis, une petite calédonienne à Los Angeles, comment ça s'est passé, tout ça, quoi? Grave. Du coup, pour un petit peu situer le tout, à cette époque-là, donc c'était en 2022, moi j'étais en France, j'étais hôtesse de l'air, du coup basée à Nantes. Et comme ça, on se retrouve sur les réseaux avec le papa, donc sachant que je l'ai rencontré en Nouvelle-Zélande quand j'avais 17 ans et lui, il avait 22 ans. Et puis, c'était un petit peu comme un amour de jeunesse, tu vois. C'était à l'époque, mes parents, ils m'avaient envoyé un mois en Nouvelle-Zélande pour approfondir mon anglais. C'était un petit amour de jeunesse, quoi, un petit amour d'été. Et puis, après, on a fait nos chemins. Lui, il a fait sa life, moi, j'ai fait ma life. Et puis, 11 ans plus tard, on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux. J'avais posté une vidéo, je crois, moi, en train de faire du sport, quelque chose comme ça. Et puis, il a commenté, et puis c'est parti de là. Et puis, il y a eu une très belle connexion, très forte connexion dès le début. Et je me suis dit, écoute, plus les mois passaient, plus les semaines passaient, on va essayer de voir si cette connexion, elle est bien réelle, en fait. Et à cette époque-là, j'étais donc en contrat saisonnier dans la compagnie aérienne dans laquelle je bossais et j'avais un petit peu de temps entre les deux contrats. Et je me suis dit, écoute, vas-y, en fait, t'as une life, donc va revoir cet homme pour voir si la connexion est bien réelle. Et du coup, me voilà en octobre 2022. Je décolle pour Los Angeles. Et puis, j'ai passé 3 semaines. Et puis, ouais, la connexion, elle était bel et bien présente à ce moment-là. Donc ça confirme, ces sentiments que vous aviez, en ligne à distance, quoi. Ouais. C'est pas vraiment une rencontre en ligne parce que vous connaissiez déjà en vrai depuis quelques années avant Ouais. et tu décides du coup d'aller, travailler aux États-Unis. Ouais, c'est ça. Donc, au final, quand 3 semaines, donc je passe 3 semaines. Alors, j'avais quand même bien fait la chose. Je me suis dit, si ça se passe pas bien, Julie a toujours un plan de secours. Je m'étais dit, une semaine à Los Angeles, une semaine à San Francisco et une semaine à Los Angeles pour voir, écoute, si tout se passe bien, on se retrouve après, machin. Et au final, ça a été le coup de foudre. Je me suis dit, c'est lui en fait. Genre, je peux pas passer à côté de ça et tout. Et puis tous les jours passaient et c'est vrai que la date du départ, du retour à Nantes approchait. Je me suis dit, non, il faut qu'on se retrouve. Enfin, si on s'est retrouvés 10 ans, 11 ans plus tard, c'est pour une raison. Et donc, je retourne en France, je termine mon contrat d'hiver et en même temps, je décide de postuler pour des postes, alors pas dans l'aérien à Los Angeles parce que c'était pas possible, mais de retourner en hôtellerie, du coup, à travailler aux États-Unis. Et plus de 150 candidatures plus tard et un entretien, j'obtiens du coup un visa qui me permet d'aller travailler pendant 1 an dans un hôtel à Los Angeles. Et c'est comme ça que du coup, je retourne, je quitte tout, je plaque tout. Et je m'envole pour Los Angeles en janvier ou mars, 2023.
Mmh. Ok. Et là, comment est-ce que le projet bébé arrive? Parce que toi, du coup, t'avais quel âge à ce moment-là? T'avais 30 ans? Ouais, j'ai fêté mes 30 ans à Los Angeles d'ailleurs. C'est Ouais, un peu stylé. C'est un peu Ouais, stylé. grave, on est allé à Las Vegas et tout pour marquer le coup. Mais ouais, en fait, tout de suite, alors faut savoir que lui, il avait déjà un enfant d'une précédente union. Et quand on avait décidé de se mettre ensemble, il m'avait été clair dès le départ en disant, écoute, moi, ça sera moi et mon fils et ça sera comme ça et pas autrement. J'ai dit, il n'y a aucun problème. Je veux dire, c'est OK d'être avec une personne qui a déjà un enfant, ça ne me pose pas de problème. Et aussi, pendant ces 3 semaines-là où je suis allée le voir, on s'était dit, est-ce que toi, tu as envie d'avoir d'autres enfants? Enfin, on avait vraiment posé les bases quoi, pour voir si on était vraiment sur la même longueur d'onde. Et quand je suis arrivée, effectivement, le projet bébé a tout de suite pris une grande ampleur et on en a parlé très rapidement, si tu veux. Et donc, oui, on s'est dit, bon, mets pas la pression, on teste et puis ça viendra quand ça viendra. Et ouais, 6 mois après être arrivée du coup aux États-Unis, j'apprends que je suis enceinte en octobre, du coup 2023. Donc ouais, ça s'est passé très très rapidement. Mhm. Mhm. C'était juste pour comprendre un peu la chronologie parce que et tu comprends bien, on n'a pas de jugement sur le fait d'avoir un enfant rapidement dans les Mhm. relations parce qu'il y a aussi des histoires où voilà, le bébé arrive vite dans une relation et puis parce que c'est une évidence et que Oui. tout se passe très bien aussi quoi. Donc faut pas non plus se figer sur un Non, du truc. tout. Parfois ça va vite et c'est bien et Ouais. parfois ça va vite et ça va vite. Ouais. Oui, et puis moi, tu vois, j'avais pas du tout d'appréhension. Pour moi, je veux dire, on s'entendait tellement bien qu'à un moment donné, c'était une évidence, si tu veux. Donc, j'ai des amis autour de moi qui ont eu des enfants hyper rapidement aussi. Et puis, ils sont toujours ensemble. Pourquoi pas moi, en fait? Mhm. Tu vois? Oui, bien Et sûr. à ce moment-là, tu te poses pas la question, ça va pas fonctionner. En gros, tu te dis, let's go. Nous aussi, on va avoir notre famille. Vas-y, quoi. Mhm. Donc, Sachant que tu étais déjà dans un schéma hyper familial parce qu'il y avait son fils à lui. Donc j'imagine que voilà, tu voyais quand même déjà ce que c'était une routine, le quotidien, peut-être déposer le grand à l'école, tout ça quoi. Oui, on habitait avec sa famille à lui parce que on n'avait pas encore notre propre maison. Et donc, on habitait tous ensemble, oui, on gérait son fils. En plus, lui travaillant dans le BTP. Et puis, on connaît bien les routes aux États-Unis, c'est pas les routes de Calédonie. Donc, pour aller au travail, parfois, il avait 1 heure et demie pour justement aller à son travail. Et donc, j'ai dû gérer. En fait, j'ai endossé le rôle de belle-mère avant d'être Tu ne vivais pas maman. dans les hills? Ah non, pas du tout à ce moment-là. T'avais pas une mansion? Non. Oh zut. Non. Mais oui, donc du coup, j'ai eu un avant-goût de ce que ça voulait être. Oui, d'une vie de famille. Exactement. Et ça se passait trop bien. Enfin, je veux dire, oui, ok, c'était difficile parce que forcément, il y a eu aussi le choc des cultures où ça, lui parlait espagnol, anglais aussi, mais sa famille à lui, c'était espagnol. Il n'y avait pas trop d'anglais, donc j'ai dû apprendre l'espagnol. Même si je le savais, mais j'ai dû vraiment me confronter à la barrière de la langue. L'anglais, je le parlais parfaitement, mais c'était vraiment l'espagnol, voilà, où il a fallu vraiment mettre les bouchées doubles pour pouvoir communiquer avec eux, quoi. Vu que j'habitais chez eux, la moindre des choses, c'était de me fondre un petit peu Oui, t'adapter quoi. Exactement. Donc, bébé arrive, tu découvres que tu es enceinte. Déjà, grosse question technique. On sait très bien que le système de santé aux États-Unis, ce n'est pas notre système de santé en Nouvelle-Calédonie où en fait tu déclares ta grossesse et tu as le 100% CAFAT. Ouais. J'imagine peut-être que tu t'étais quand même renseignée avant, mais ça peut chiffrer très très vite aux États-Unis. Comment t'as fait comment c'était pour toi les assurances, santé, le service le suivi de grossesse devait être aussi différent parce que c'est un autre système. Alors, c'est vrai que ça a été genre, je suis tombée enceinte, on a tout de suite été très, très heureux. Et après, tout de suite, j'ai dit, oula, en fait, c'est comme tu as dit, il n'y a pas la CAFAT. Comment tu fais, quoi? Et donc, j'avais une assurance maladie à ce moment-là. Et je me posais la question. Via ton travail? Ouais, via mon travail. Et parce que aussi, tu payes à côté, si tu veux. C'est pas comme là-bas, on payait, pour te donner un ordre de prix, on payait entre 30 et 40 000 francs pour tous les 3 par mois pour être couvert, pas à 100%.
Mhm. Et donc, je me suis tout de suite, en fait, tournée vers mon assistante. Je lui ai dit, voilà, je suis enceinte et tout, comment ça se passe? Et donc là, j'ai vraiment pris mon temps. Je suis allée les voir. J'ai demandé à ce qu'ils m'expliquent comment ça fonctionne, tu sais, pour pas avoir la surprise de après, il faudra payer 1 million francs Pacifique. Non, là, j'ai vraiment fait les choses parce que c'est vrai que c'était un stress de me dire que, ok, c'est dans un autre système. T'es pas du tout aidé de la même manière parce que là-bas, tu choisis pas l'endroit où tu veux accoucher. C'est l'assurance qui te dit, tu accouches là, point barre. Alors que moi, du coup, je voulais un accouchement pas du tout médicalisé. Je voulais accoucher dans une baignoire avec de l'eau et tout. Après, quand j'ai fait la visite de la maternité, j'ai demandé, elle est où ma baignoire avec l'eau? Ah, mais il n'y a pas ça. Comment ça, il n'y a pas ça? Ma belle, c'était pas cette assurance-là pour la baignoire. C'était plus cher. Mais voilà, et du coup, surprise en fait. Tu t'attends pas à ça. Tu te dis, ok, j'avais voulu faire comme ça. On va prendre la douche. Et là, ils te disent, mais non, mais la douche, c'est que avant d'accoucher. Je dis là, ah oui, mais du coup, comment je fais pour réaliser mon rêve? Et au final, tu te dis, écoute, voilà, c'est différent, c'est ok. C'est un rêve que malheureusement, voilà, ça va se réaliser différemment, mais on s'adapte encore. On s'adapte, toujours. Ça va être le mot d'ordre, je pense, de l'épisode. Ouais. Et puis, non, voilà, au final, une grossesse sans problème. Thiago s'est bien développé. Vraiment, ça pour le coup, vraiment, rien à dire dessus. Ouais, c'était la grossesse idéale, on va dire. Ouais, puis c'est les États-Unis, donc je pense qu'en fait, de toute façon, fallait que tu ailles bosser, quoi. Oui. Oui, de toute façon, je suis tombée enceinte très rapidement, comme je l'ai dit. Et puis oui, je bossais, tu vois, en même temps. Je veux dire, j'habitais pas à 5 minutes de l'hôtel. J'avais 1 heure à 1 heure et demie de route tous les jours. Et puis, c'était comme ça, quoi. Après, ils n'étaient pas non plus très, très, très arrangeants à l'hôtel où je travaillais parce que, écoute, ma belle, t'as voulu tomber enceinte en même temps que tu travailles, c'est comme ça. Donc oui, c'est pas du tout la même approche de la grossesse au sein du travail, enfin, au sein d'un établissement ou d'une entreprise qu'en Nouvelle-Calédonie, tu vois. Donc voilà, sur ça, c'était apprendre, en fait, c'était de profiter de cette grossesse, mais dans un autre environnement dans lequel mes cousines, par exemple, ont pu ont profité de la grossesse en Nouvelle-Calédonie, alors que moi, j'étais dans un système complètement différent, tu vois. Donc, c'était pas évident. Au début, je souffrais de fatigue, mais intense. Mais c'était... et oui, ok, les nausées qui ont duré jusqu'à 3 mois. J'allais travailler, en fait. Tu pouvais pas te dire... non, je prends une journée off parce que je suis fatiguée. Non, il fallait travailler. Si tu travailles pas, t'es pas payé. T'es pas payé, ouais. Et donc, pareil, je veux dire, t'as pas la CAFAD derrière qui te dit, t'en fais pas, on te met en arrêt parce que grossesse ou pathologique ou autre. Non, là, pour le coup, c'était vraiment, fallait y aller. Et puis, il fallait aller travailler. Ouais. Donc, j'ai vraiment eu la chance de pas du tout être malade et d'avoir une grossesse. Ça va, Rion, ne te dérange pas. Pour ceux qui écoutent sur Spotify, il y a le chien entre nous qui se gratte. Mais oui, donc, grossesse normale. Et heureusement que du coup, tu n'as pas une grossesse trop difficile parce que de toute façon, il fallait que tu enchaînes, quoi. Ouais. Et aussi, on ne l'a pas dit, mais tu me l'as dit en off, vous étiez en train de développer un business. Oui. Donc, vous aviez vos 2 jobs, plus le développement du business à faire. Plus le premier enfant de mon ancien... Et le petit, ouais. C'est ça. Enfin, le grand, du coup. Oui. Et c'était assez intense. En gros, quand Thiago n'était pas là, c'était, on va dire, faisable au niveau organisation et tout, parce que on avait l'aide de la belle famille. Et, mais oui, c'était la pression sur les épaules de développer ta propre entreprise, alors que tu aussi... moi, je développais aussi un bébé, un projet. Par contre, oui... Aux États-Unis, ils font beaucoup de suivi, genre beaucoup plus intense qu'ici. Tu vois, tu as beaucoup de prises de sang, le suivi est beaucoup plus régulier parce que, tu sais, ils ont peur de tout ce qui est maladie et quoi ou autre. Et c'était vraiment tous les mois, en fait. Limite, j'allais faire une échographie, aller voir la sage-femme pour parler, discuter de comment allait ma grossesse. C'était vraiment suivi plus, alors que tout se passait très bien. Mais c'est comme ça, là-bas, ça se passe. Donc, sur ce côté-là, en fait, j'étais vraiment rassurée. Parce que il y avait un beau suivi médical qui, moi, parfois, me paraissait un peu trop. Parce qu'on me dire, tout va bien, en fait, on peut se revoir dans 2-3 mois. Quoi. Elle me dit, non, c'est comme ça, ici, ça se passe. Donc, ok.
Bah après, c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, en France, si je dis pas de bêtises, et encore une fois, je le répète toujours, mais je ne suis pas professionnelle de santé, mais ici, on a quand même généralement une écho par mois, tu vois, que ce soit par la sage-femme ou par le gynéco. Il y a quand même un suivi plus régulier parce qu'en France, il me semble que les échographies obligatoires, il y en a 3. Donc, il y a quand même des grossesses où il y a 3 échographies obligatoires. Et ici, souvent, c'est quand même le retour qu'on a où, bon, t'as les 3 échos obligatoires de morphologie, là, mais après, Oui. tu as aussi une écho par mois, quoi. Ok. Mais le testing génétique est différent. Par contre, ça, je sais qu'aux États-Unis, le testing génétique, quand tu l'acceptes, tu sais, Oui. sur la prise de sang, là, et je sais qu'ils regardent plus de choses que dans le système français et calédonien. Oui, bah oui, justement, tu parles de ça et ça me fait rebondir sur... parce que moi, je suis au moins, voilà. Et le papa est au plus. Et c'était pas compatible. Donc, du coup, c'est pour ça, comprendre. Ah oui, parce qu'il y avait la langue aussi. Comprendre tous ces termes techniques de grossesse en anglais. Ah, parfois, je lui demandais de répéter, mais plusieurs fois pour être sûre d'avoir bien compris et tout. Et ça, c'était un challenge. Du coup, on s'adapte encore. Mais voilà, toujours, ils étaient vraiment bienveillants et tout. Ils expliquaient énormément. Mais ouais, non, c'est beaucoup plus poussé que apparemment de ce que tu me racontes ici en Nouvelle-Calédonie ou en France, quoi. Mais oui, c'était... Des fois, je me disais, mais pourquoi autant de suivi si tout va bien, quoi? Et au final, j'ai compris que là-bas, tout est payé, en fait. Là, c'est pas du tout la même manière de penser. La couverture médicale n'est pas la même chose. Tu payes quand même une grosse somme d'argent. Donc, il faut rentabiliser le truc, quoi. Donc, ouais. Ok, donc bon, suivi de grossesse plus. Tous les feux sont verts. Grave. Et puis, Thiago arrive dans vos vies, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça dure 9 mois. Ouais. Donc, il arrive, et c'est là que un peu le conte de fées s'écroule, quoi. C'est ça. Donc, oui, Thiago est arrivé donc, le 25 juin, un peu en mode précipité, parce que j'avais encore un suivi de grossesse ce jour-là. Et là, elle me dit, ça va, tout va bien? Et je lui dis, Thiago, il bougeait un peu moins. Comment ça, il bougeait un peu moins? Et alors là, elle a passé une demi-heure sur mon ventre à faire une échographie pour essayer de comprendre. En fait, elle a mesuré le taux de mouvement de Thiago dans le ventre. Et puis, il y avait une échelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, Thiago... Elle a estimé qu'il ne bougeait pas assez. Exactement. Et donc là, elle me dit, ce soir, on va te déclencher à 20h. Alors là, ça a carrément été genre le mot qu'il ne fallait pas dire. Et le papa, à ce moment-là, il travaillait hyper loin, il travaillait à 2 heures de route, donc branle-bas de combat, il fallait redescendre. Moi, il était 16h à ce moment-là, annoncer à tout le monde que c'est un déclenchement, moi, me préparer. Alors moi, j'étais en mode relax, je voulais juste pas prendre ce médicament, donc dans ma tête, j'étais là, écoute, Thiago, on va le faire de notre manière, et puis ça va bien se passer, et puis voilà. Donc, on se dirige à la maternité. Thiago, comme voilà, ils me font prendre du coup le médicament à 20h. Je ne voulais pas de péridurale, je voulais un truc naturel. Et Julie est tenace. Et en gros, à 20h, du coup, ils me donnent le médicament. Et les contractions arrivent, donc sachant que c'est des contractions pas naturelles, donc qui font mal en fait, qui font beaucoup plus mal que si elles venaient naturellement. Et là, si tu veux, elles me disent, vous voulez la péridurale? Non. Et je suis restée 12 heures sans péridurale, à faire des allers-retours dans la maternité, à faire du ballon, toujours pas prendre de douche, parce que du coup, tu peux plus prendre de douche à ce moment-là. Et 12 heures plus tard, elle me réexamine, elle me fait, votre col, il a ouvert que de 1 cm. Je dis, non, c'est pas possible, tous les allers-retours, ça n'a pas payé et tout. Non, mais là, en fait, j'étais épuisée, ça faisait déjà 24 heures que j'avais pas dormi. Et donc, à 9h, le lendemain matin, elle m'a dit, écoute, là, il va falloir poser la péridurale et tout. Donc, on pose la péridurale à contre-coup. Et ça a été très, très long. Mon accouchement a duré 28 heures. Et Thiago, il est né le soir à 23h03. Et j'étais tellement fatiguée, en fait, parce que, si tu veux, à attendre, j'étais à 2 doigts de passer en césarienne parce que, à un moment donné, Thiago, il se fatiguait. Moi aussi, j'étais fatiguée. J'ai fait une allergie à la péridurale, j'ai eu de la fièvre, des nausées. Enfin, ça a été, voilà quoi, à la fin, j'en pouvais plus. Et là, elle m'a dit, si la fièvre descend pas, on part en césarienne d'urgence. Et j'ai dit dans ma tête, non, il est hors de question.
Alors, on va y arriver. Et en fait, je parlais à Thiago, je me souviens, j'en parlais, je parlais. Et je disais, allez, on va pouvoir le faire et tout, vas-y. Et elle me dit, bon, bah, allez, on est prête à pousser. Elle me dit, bah, la poussée peut durer 2 heures. J'ai dit, pardon. Moi, je pousse pas pendant 2 heures. Hein. Ça fait déjà 26 heures qu'on y est. Elle me dit, non. Et là, bah, en 20 minutes, il est sorti, quoi. Et j'ai... Quand on me dit, t'as toujours le mythe de « Oh, on te pose sur le ventre, c'est le plus beau jour de ta vie et tout. » Mais moi, j'étais tellement dans un état de fatigue à ce moment-là que bah non, en fait, je me dis « Oh, ok, ah ouais, il est là. Ok. Ah ouais, bah là, en fait, bah va falloir assurer. Hein. » Et puis, c'est parti. Et puis, la péridurale, après, donc comme j'ai fait une allergie à la péridurale, quand on est remonté en chambre, j'ai été alitée et ils ont dû me mettre une... comment t'appelles ça ? C'est pour... j'arrivais pas à uriner toute seule. La sonde, t'as une sonde urinaire. Voilà, j'ai une sonde urinaire. Et donc, impossibilité pour moi de m'occuper de mon bébé dès les premières heures de sa vie, quoi. Heureusement que le papa, à ce moment-là, a assuré. Et puis, comme tu l'as dit au tout début, le lendemain matin, à 7h le matin, la belle famille dans ma chambre. Et sans qu'on me demande mon avis. Sans qu'on me dise est-ce qu'on peut passer. Non, ça a été bam, allez, vas-y. Et en fait, à ce moment-là, je suis passée de on s'occupe de moi pendant 9 mois à où sont vos limites, où sont mes limites, est-ce qu'on peut me respecter à un moment donné, je viens juste d'accoucher, je peux avoir mon moment avec le papa. Ouais, puis c'était encore sondé et tout, t'avais peut-être pas forcément envie d'avoir toute la famille dans la chambre. Pas du tout. Je me souviens, les photos, j'ai les yeux gonflés, enfin, je veux dire, non, j'ai pas eu mon moment à moi, quoi. Et donc, quand j'ai fait part au papa de ce moment-là, il me dit, non, en fait, ils ont le droit de venir. Et donc, c'est là que ça a commencé à dire, ok, maintenant, en fait, j'aurais aimé qu'on ait notre moment à nous. Donc, pas respecter ça, essayer de lui faire comprendre que ça se fait pas. Ouais, mais arrête d'en faire trop. Et petit à petit, ça a été comme ça a été des reproches déguisés, en fait, petit à petit. Et puis, on montait notre société en même temps. Donc, autant te dire que quand j'ai accouché, j'étais après avoir accouché, j'étais en train de répondre à des emails clients, les relancer pour les paiements, alors que Thiago n'avait pas 24 heures. Donc, ça a été pas du tout le postpartum, on va dire, qui commençait en mode mois d'or. Tu sais que tu peux entendre dans d'autres cultures où la maman fait rien. Non, pas du tout. Moi, j'étais en train de répondre à des mails parce que il fallait répondre aux mails parce que quand tu travailles pas aux États-Unis, t'es pas payé. Et si t'es pas payé, il faut bien manger à un moment donné, tu vois. Ouais. Donc voilà, ça a été difficile. La venue de Thiago a été très bousculée parce que il fallait faire. Fallait faire pour s'en sortir, tu vois. On a une famille maintenant, et puis si tu faisais pas, Oui, et puis t'avais peut-être pas un environnement qui te permettait. On t'a pas dit, vas-y, tu viens de mettre le bébé au monde, repose-toi, je prends le relais sur ci ou ça. Bon, j'imagine que lui, il n'y avait pas forcément de congé paternité de toute façon, que de toute façon, vous veniez de lancer votre business. Donc, ça, je crois que dans tous les pays du monde, quand tu es auto-entrepreneur, les congés maternité, paternité, c'est un... Voilà. Mais bref, donc ouais. Tout de suite, tu renchaînes direct. Ouais, et il n'y a pas eu de pause, quoi. Non, on rentre du coup dans sa maison de famille avec ses parents, la grand-mère qui était là aussi. Donc, on rentre dans sa maison à lui avec notre bébé. Et tout de suite, ils ont voulu, voir Thiago, le prendre dans les bras. Et moi, je veux dire, je ne l'ai pas dit, mais je me suis fait agresser 2 fois durant ma grossesse. Et du coup, j'avais un peu développé un sentiment de, en gros, Thiago, c'était, j'étais la lionne et c'était mon bébé. Et en gros, il fallait que je le protège, quoi. Et puis, c'était intrusif. Et puis, pas vraiment le temps de prendre nos marques en tant que nouveaux parents d'un jeune bébé, quoi. Donc, voilà. Et puis, se trouver un rythme, du coup, pas en famille à 4, mais en famille à 7, parce que on était chez eux, quoi. Et puis, à un moment donné, le temps passe. Et là, j'ai dit au papa, vas-y, maintenant que le business fonctionne, ça serait bien qu'on prenne notre maison à nous 4. Alors, on prend notre maison à nous 4. Ça, c'était un petit peu avant Noël, en octobre. Et à ce moment-là, moi, toujours... Tu pensais que tu allais pouvoir souffler, quoi. Que, en fait, le problème était organisationnel entre les générations. Et finalement, quand vous êtes retrouvés, vous 4, c'était toujours pas ça. Non. En plus, Thiago a arrêté de faire ses nuits quand on a déménagé dans la maison, parce que j'ai eu la chance, à 3 semaines, Thiago dormait 6 heures par nuit, donc c'était royal.
Et quand on a déménagé à 4 mois, il est parti. Il faisait plus du tout ses nuits. Donc moi, autant te dire que fallait assurer et la journée parce que le papa allait travailler toute la journée. Moi, je travaillais aussi de la maison. Hein. Je m'occupais des clients. Enfin, il fallait tout faire. Le site internet, s'occuper des clients, la facturation. Enfin, le côté réseaux sociaux aussi. Donc vraiment, moi, j'avais la partie tout ce qui était, on va dire, administratif. Et mais pour le papa, c'est lui qui sortait de la maison pour aller travailler. C'était lui qui travaillait, quoi, si tu veux. Et moi, à côté, je gérais et Thiago, parce que je voulais pas, en fait... pour moi, j'avais fait un bébé et il fallait que je sois responsable de mon bébé. Je voulais pas demander de l'aide à personne, j'étais capable. J'avais voulu Thiago, je devais m'en sortir, en fait, si tu veux. Gérer le premier enfant de mon ancien conjoint. Gérer et la belle famille qui venait tous les 4 matins chez nous pour voir les enfants, sans nous demander notre autorisation. Et moi, quand je lui disais au papa, mais on peut avoir notre intimité. Arrête de vouloir toujours trop, tu demandes toujours trop. En gros, t'étais tout le temps trop. Et donc, le temps passe, mais je me dis, au final, il a raison, j'en fais un peu trop. Tu sais, les hormones, après, au niveau du postpartum et tout, tu sais plus qui tu es, en fait. T'es complètement perdu et tout. Et je recevais des remarques de sa part qui, au début, je me dis, ok, c'est que ça doit être moi qui dois être un petit peu qui exagère. Et puis les mois passent, Thiago ne dort toujours pas, donc les nuits c'était compliqué de gérer et tout. Et Noël arrive, et là en fait je me renfermais de plus en plus en fait, parce que je ressentais au fond de moi que c'était pas normal ce que je vivais comme relation avec le papa, parce que il y avait beaucoup de reproches de sa part et peu en fait dans la compréhension, alors que moi j'étais beaucoup dans le relationnel, en mode tu sais c'est important que tu sois présent auprès de nous, que tu nous aides, on a besoin de toi. Oui, mais en gros, si t'es contente de toi, de ce que tu as là, moi, je dois sortir pour travailler, quoi. Et il n'a pas toujours compris ça. Alors, j'avais beau répéter. En fait, on me faisait comprendre que c'était un petit peu moi le problème, si tu veux. Donc, je me suis vraiment renfermée sur moi-même en me disant que c'était moi le problème. Et que, en fait, je me plaignais trop, si tu veux. Et à un moment donné, donc ça c'était au mois de décembre, le soir de Noël, le 24, on est invité chez ses parents à fêter Noël. Et à 22h, je lui dis, s'il te plaît, on peut rentrer à la maison, je suis très fatiguée, enfin, Thiago, il fait toujours pas ses nuits, j'ai envie de dormir. Non, on a des traditions. Le but, c'est qu'on fasse, tu sais, le cheers up là, à minuit. Et on va rester jusqu'à minuit. Et j'ai dit, mais j'en peux plus. Il me fait, c'est comme ça. Je m'endors à côté de lui et là, je me mets à pleurer. Je me dis, mais c'est pas comme ça en fait que t'as imaginé ta vie. Le papa de ton bébé, il est censé te dire ok, c'est pas grave, ma chérie, il y aura plein de Noël. Vas-y, viens, on rentre. On se repose. Oui, puis 22h déjà, tu vois. Oui. En plus de ça, j'ai envie de dire que le foot, c'est quelque chose d'important chez eux. Donc, on regarde la Coupe du Monde, le replay de la Coupe du Monde un soir de Noël, alors que moi, je suis pas du tout comme ça. Enfin, c'est pas du tout mon style, quoi. Donc, encore choc des cultures. On continue de s'adapter. Et là, je fais comprendre que je suis pas contente, quoi, en fait. À un moment donné, je suis fatiguée. Et on rentre pas. On célèbre, du coup, à minuit, le Cheers Up, là, Merry Christmas. Et là, je tire une tronche de 4 mètres de long, en fait. Normal, enfin, je veux dire... Donc, voilà, on part de Noël. Moi, je suis vraiment pas bien dans mes baskets. Vraiment, vraiment pas bien à ce moment-là. Et on se parle pas, on se calcule pas. C'est Noël, hein, voilà. Fais pas de dessin, mais je te laisse imaginer l'ambiance. Et le 25, au petit déjeuner, on ouvre les cadeaux et tout. Et je lui dis, est-ce qu'on peut revenir sur ce qui s'est passé hier soir ? Moi, je suis beaucoup dans la communication. Je peux comprendre que sur le moment, tu vois, tu veuilles pas en parler, mais par contre, c'est toujours bien d'en parler après, tu vois. Il me fait, il n'y a rien eu hier soir. Ah bon, il n'y a rien eu et tout. Et donc, là, bref, on se comprend pas. On est complètement à l'opposé. En gros, j'en fais trop, comme d'hab. T'es pas capable de respecter les traditions d'une autre culture, donc voilà, ça s'arrête comme ça. Et je lui dis mais toi tu te sentais pas respectée, non, et lui il se sentait pas respecté dans ses traditions. Déjà moi je me sentais pas respectée dans mon rôle de maman, enfin je veux dire, t'as le droit d'être fatiguée en tant que maman, et puis t'as le droit de vouloir partir d'une soirée même si c'est Noël, parce que t'es fatiguée en fait. Oui, non, mais en soi, quand ton bébé est tout petit, que tu dors même pas, en soi, t'as le droit même de pas avoir envie d'y aller à la soirée de Noël, en fait. Grave. Et là, il me fait clairement comprendre que c'est moi le problème.
Et donc, on se parle plus de toute la journée. Et à 17h, il vient me voir et il me dit... donc, on était dans la maison, même maison, une très grande maison. À 17h, il fait, je vais chez mes parents. Je reviens. J'ai dit, ok, d'accord. Donc, à ce moment-là, Thiago, il avait 6 mois. Et je me souviendrai, à 20h, je le vois pas arriver. Et là, du coup, je décide d'appeler ma belle-mère. Et je lui dis, mais il est où? Elle me dit, ah, mais il nous a dit que t'étais malade, que t'étais fatiguée. Et là, j'éclate en sanglots et je hurle. Et j'ai dit, je suis pas malade, je suis toute seule. Un 25 décembre. Et je raccroche. Et là, en fait, les idées noires, elles étaient présentes. Mais là, elles sont vraiment venues. Et je me suis dit, Julie, c'est pas possible. Tu peux pas avoir ressenti ça un soir de Noël. Enfin, Thiago, il était en haut dans sa chambre, il dormait, j'avais réussi à l'endormir. Et moi, j'étais en bas toute seule sur une immense table. J'avais certes un toit sur la tête, mais j'avais personne à mes côtés, quoi. Personne pour me soutenir, parce que voilà, je portais la charge mentale d'une femme qui vient d'accoucher avec les tâches du quotidien, quoi. Et puis, il décide de revenir à 21h. Et là, il comprend pas. Il comprend pas ce que je lui demande. Et donc, à ce moment-là, mon papa décide de venir m'aider parce que là, je tire un petit peu la sonnette d'alarme en mode là, je peux plus là. Là, vraiment, je peux pas et gérer la société, et gérer mon bébé, et gérer le beau-fils, et gérer la belle-famille, et gérer ma vie. Là, j'ai besoin qu'on m'aide. Donc, mon père vient me rendre visite pendant 1 mois où il va m'aider avec les tâches, on va dire, du quotidien, quoi, mais qui m'ont soulagée énormément. Et puis... à ce moment-là, ça se passe pas du tout bien avec le papa. Il quitte la maison pendant 3 semaines. Donc, moi, j'étais dépitée, en fait. Je l'ai vécu comme une première séparation. Quelques temps après, on se rabiboche. On a décidé de suivre, du coup, une thérapie de couple. Parce que, on s'était dit, tu viens d'avoir un bébé, il t'a beaucoup de changements. On va essayer de voir ce qui fonctionne pas. Et puis, on va essayer de se rabibocher comme ça. Au final, je me rends compte que, il me retire petit à petit du business, donc j'avais plus accès au compte. Il voulait plus que je fasse certaines tâches, alors que moi je me pliais en quatre pour dès que Thiago dormait, j'accourais au bureau pour essayer de travailler, quoi, parce que c'était important pour moi de dire il y a pas que lui qui ramène l'argent sur la table. Pour moi, c'était aussi important de me dire je me sens utile, alors que maintenant en y repensant, j'avais rien à prouver. Enfin, j'avais tout aussi le droit de profiter de mon bébé et de rien faire, et c'était ok, tu vois. Et bref, une redispute éclate et là, il repart de la maison parce que de toute façon, il savait faire que ça, revenir. Et puis quand on s'entendait plus, il repartait. Et puis là, je me suis retrouvée toute seule. À ce moment-là, mon père n'était plus à la maison. Et là, ça a été des discours discriminatoires devant son fils. Et plus moi, il ne faut pas oublier, j'étais en mode dépression postpartum aussi parce que du coup... on m'avait fait comprendre, parce qu'avec l'assurance que j'avais le droit d'aller voir un médecin qui m'a dit non, mais là, effectivement, je pense que oui, on est bien sur une dépression postpartum. Ça fait pas que 2 jours que tu te m'as pleuré. Donc, voilà. Et après, mi-mars, les premières violences physiques ont commencé. Et là, je me suis dit, oh, Julie, il y a quelque chose qui va pas. Donc, de manière précipitée, je dis à personne que je quitte les États-Unis, je prends mon bébé et moi et on rentre se réfugier en Nouvelle-Calédonie. Et là, c'est un peu, j'ai cette image, tu portes ton bébé, tu arrives en Nouvelle-Calédonie où tu le lâches et j'avais clairement plus de bras. Je l'ai porté à la force qui me restait en fait. Et puis, bien entendu, je suis la mauvaise mère qui a enlevé son fils. Et bien entendu, aux yeux de mes amis, notre relation se passait super bien. J'avais juste besoin de prendre un petit peu de temps pour moi parce que tu parles pas, tu dis pas que ça va pas. Parce qu'à côté de toi, tes copines vont bien, tout le monde montre une image un petit peu positive de la parentalité et tout. Puis toi, tu as honte un petit peu de dire que ça va pas. Donc tu te tais. Et puis là, si je vais en Nouvelle-Calédonie, je vais voir un médecin. Et puis j'essaye d'aller de mieux en mieux, mais c'est très compliqué. Le papa me pardonne, entre guillemets, d'être parti comme ça. Et on décide de se pardonner, entre guillemets, d'être parti précipitamment. Et il décide de me redonner une seconde chance. Mais il n'avait toujours pas compris à ce moment-là pourquoi j'étais partie des États-Unis, pourquoi j'avais décidé de prendre mon bébé et moi pour venir me réfugier ici. Donc voilà, ça a été... une étape très très difficile parce que moi j'avais la culpabilité de protéger mon enfant et d'enlever entre guillemets
le papa de mon fils, et parce que j'étais tellement dépendante de cette personne-là, émotionnellement parlant. Et Ouais. financièrement aussi. Oui. Ouais. Parce que ça, on en parle peu, mais en fait, tu as la dépendance affective et tu as aussi, dans beaucoup de couples, une dépendance financière. Et quand le couple est en harmonie, ben, ça pose pas forcément de problème, mais quand il y a des dysfonctionnements dans le couple, la dépendance financière, c'est compliqué aussi, quoi. Donc, Parce que là, tu vois, s'il te dit que dès qu'il est fâché, il te bloque des comptes de la société, ça veut dire aussi que ben, t'as pas de salaire propre. Donc, tu veux partir, mais avec quel sou au bout d'un moment, tu vois? Ouais, alors ça, j'ai de la chance parce que j'ai toujours été un petit écureuil. Donc, j'ai toujours fait attention, si tu veux, à mes économies. Je m'étais toujours dit, on sait jamais, tu vois. Donc, ça, merci l'univers. Mais voilà. Et oui, ça a été réellement... j'ai trouvé refuge chez mes parents parce que c'était soit j'y passais et en fait, je voulais pas que Thiago n'ait plus de maman. Parce que je me disais, il y a un après, en fait, Julie. À ce moment-là, tu n'y penses pas trop, mais tu te dis, en fait, c'est pas possible, que ça, tu vois. Et au final, le papa décide de me pardonner d'être parti comme ça, sans raison pour lui. À l'heure d'aujourd'hui, il n'a toujours pas compris que pourquoi je suis partie. Et bref, il décide donc du coup, à cette époque-là, la maman du premier enfant ne pouvait pas venir habiter aux États-Unis. Et il y avait aussi des problèmes d'immigration. À ce moment-là, Trump virait un petit peu tout le monde du pays. Du coup, on s'était dit, on va partir des États-Unis de toute façon. C'était prévu qu'on parte. Mais moi, j'avais dit à tout le monde, non mais de toute façon, vu que c'est prévu qu'on parte et qu'on aille au Chili, en gros, je prenais l'excuse que je partais avant, vu que Trump virait tout le monde. Voilà, parce que, encore une fois, tu veux pas dire la vérité à tout le monde, tu veux pas te faire passer pour la pauvre fille qui a raté et son couple et sa famille, tu vois. Et donc, il décide de revenir en Nouvelle-Calédonie pour venir nous retrouver avec Thiago avant de partir au Chili. Et là, d'un but en blanc, comme ça, quelques jours après l'anniversaire de Thiago, puisqu'il arrive à temps pour l'anniversaire, les 1 an de Thiago, demande en mariage. Alors là, je m'y attendais pas du tout. Je me dis, ok, il a fait table rase, il a compris, on va repartir de zéro. Et puis, voilà, on a tous le droit à une seconde chance. La vie est faite de haut et de bas, et puis c'est parti. À un moment donné, on n'est pas la famille parfaite, on est une famille imparfaite, mais c'est comme ça pour tout le monde, et puis let's go. Et donc, il me demande un mariage, tout va très bien. À ce moment-là, on fait un petit peu le tour de la Nouvelle-Calédonie avant de prendre l'avion pour le Chili. Et là, je me souviendrai toujours, on est à Yingen. Je ressens le besoin de me confier sur quelque chose qui s'était passé dans mon adolescence, et je me suis dit, voilà, j'ai besoin de me livrer à mon futur époux. Je me suis livrée et je me suis pris un petit peu le revers de la médaille, et ce que j'ai eu le droit, c'était mais pourquoi tu m'as caché ça? Pas du tout dans l'empathie. T'es qui? Je te connais pas. Non, mais c'est pas possible. Des reproches. Et j'ai pas compris. Je me dis, mais attends, on est censé pouvoir tout se dire à un moment donné. C'est pas des reproches, c'est juste que je me sens là maintenant tout de suite capable de te dire les choses. Oui, et puis est-ce que c'était de la jalousie? Est-ce que c'était, tu vois, ça s'est passé des années, Oui. même avant que vous vous connaissiez, donc. Non, vraiment. Et puis à ce moment-là, j'étais toujours en dépression postpartum. Enfin, je veux dire, Thiago en plus ne faisait toujours pas ses nuits. Et donc voilà, c'était vraiment difficile de gérer, et moi personnellement, et gérer ce couple qu'on essayait de recoller les morceaux entre guillemets. Et là, j'ai eu le droit, Julie, dépose-moi à l'aéroport, je prends l'avion. Et là, il veut partir, encore une fois, il fuit. Et je lui dis, mais non, mais là, c'est pas possible. Et alors là, on descend sur Nouméa. Sur Nouméa, il était là, passe-moi les clés de la voiture, dépose-moi à Tontouta et tout. Enfin, je dis, mais c'est un film, en fait. Je suis dans un film, Julie. C'est pas l'aéroport de Los Angeles, tu peux l'attendre longtemps ton vol. C'est clair. Et bref, moi, on venait de se fiancer, mais on ne l'avait toujours pas annoncé à mes parents. Donc, j'arrive chez mes parents, en fait, il n'était pas là. Et ma mère a fait, mais il est où? Je me suis dit, je sais pas. Donc, voilà, à dire à tes parents que, en fait, il y a eu encore une dispute. Enfin, c'est faire face au jugement des autres. T'as ton petit bébé à gérer aussi à côté. Donc, j'étais dans un état émotionnel, mais j'étais épuisée, quoi. Et bien entendu, aucune ressource, entre guillemets, à côté, parce que j'avais commencé à prendre des antidépresseurs, mais ça me faisait pas du tout effet. Parce que j'aimais pas ça. Psychologiquement, je détestais ça. Ça avait quelque chose de néfaste sur moi. En plus, c'est une question d'adaptation et tout, quand tu prends des médicaments. J'ai pris ça 24 heures, j'ai dit plus jamais, moi, il y a autre chose je sais qu'il y a autre chose qui va pouvoir m'aider.
Bref, et donc crise de colère, il me demande de lui pardonner encore, et là on Ouais, en décide, fait, c'est toujours la même chose. voilà, up and down. Ouais. Et là je me dis, tu partiras pas au Chili, parce qu'à un moment donné, c'est bon, Julie, quoi. Sauf que il sait y faire, donc là, en final, on part au Chili. On arrive au Chili, tout se passe très bien, on trouve notre appartement, on a une autre idée de business, parce que il faut... Et je suis toujours transparente sur ça, c'est que la chose qui m'a... il m'a donné mon plus beau cadeau, qui est Thiago, mais il m'a aussi mis dans la tête l'idée de l'entrepreneuriat, et je trouvais ça génial, en fait, tu vois. J'ai toujours eu ce côté où j'aimais bien décider, j'aimais pas qu'on prenne les décisions pour moi et tout, et donc il m'a vraiment aidé à faire germer cette idée-là, et donc du coup on remonte une boîte au Chili, pas du tout dans le même domaine. On s'installe, on trouve notre appartement, on achète notre voiture, et puis à ce moment-là je me suis dit Thiago il a eu 1 an, ça serait bien que je pense à moi, qu'est-ce que je veux faire, qui suis-je, tu vois. Je me suis posé la question de ok, j'ai un petit peu disparu cette dernière année, mais là j'ai envie de me retrouver. Qu'est-ce que toi, tu as envie de faire? Alors, je m'interroge, je regarde des vidéos, j'écoute des podcasts, je m'informe et tout. Et là, il monte sa société et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas faire de la création de contenu et le mettre en lumière. Et ce sera, entre guillemets, mon premier client. À ce moment-là, tout se passait très, très bien, tu vois. Et on décide donc de lancer la société, le magasin ouvre et tout et tout. Et en même temps, je suis une formation pour créer du contenu. Donc moi, trop contente. Thiago va à la crèche, alors qu'il n'allait jamais à la crèche. Je n'ai jamais voulu le mettre à la crèche parce que j'ai toujours voulu le garder avec après, moi. je pense aussi que le prix des crèches aux États-Unis et le prix des crèches au Chili, ça doit y avoir un petit gap. Oui, c'est ça. Donc là, je passe le cap de le mettre à la crèche et je me dis, j'ai du temps pour moi. Allez, vas-y, concentre-toi sur toi. Après 1 an. Et donc là, vas-y, je prends cette formation et tout. Et j'adore. J'adore, je me retrouve enfin. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup créer et tout, et je me dis, c'est trop ça, en fait. Genre, et puis en fait, tu as toujours bossé pour lui, mais là, tu fais quelque chose pour toi, c'est ça. Toi, tu as décidé. Et lui, il me dit, c'est génial ce que tu fais, c'est trop bien et tout. Et là, je lui propose, je lui dis, écoute, ça te dirait que je fasse les contenus de la société, du magasin. Trop bien. Et donc, on n'établit pas de contrat parce que tu ne penses pas au pire dans ces moments-là. Et au final, il s'est avéré que moi, je ne savais pas parler du produit qu'il vendait, mais je savais comment le filmer et tout et tout. Ce jour-là, on décide donc de faire intervenir quelqu'un qui va parler du produit. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est la partie logistique à filmer, monter et poser sur les réseaux sociaux. On s'accorde sur ça. Cette personne arrive et il faut savoir qu'il avait employé une personne. Donc, il y avait lui, l'employé, la personne externe qui venait parler du produit et moi qui filmais. J'étais la seule femme. Et là, la personne, je lui dis, quand t'es prêt, je commence à te filmer. Oh non, t'embête pas, je vais me filmer. Et je lui dis, mais non, il y a un problème. Dans ma tête, je me dis, mais c'est pas ça qu'on avait convenu. Je le regarde en mode, aide-moi, genre. Je dis, non, mais t'inquiète pas, prépare-toi, c'est le setup. J'arrive avec mon téléphone, je te filme. Et là, il me regarde, il fait, non, mais t'embête pas, de toute façon, toi, t'as qu'à juste poser sur les réseaux sociaux, devant tout le monde. Et là, je regarde le papa de Thiago et je lui dis, aide-moi, genre. Et il dit rien. Et ça m'est resté dans le travers de la gorge parce que je me dis, mais putain, c'était mon moment à moi de me dire que je suis capable. Enfin, c'était, tu sais, j'avais envie de créer, j'avais envie de dire, je l'ai fait toute seule. C'est parce que vous aviez convenu. C'est ça. Donc, encore une fois, tu te sens humiliée. Ouais, c'est ça. C'est que voilà, le respect que tu devais obtenir via ce que vous aviez convenu, encore une fois, on te l'enlève sans te demander ton avis. C'est ça. Et donc, là, je suis encore déçue et je me dis, Julia, prends tes clics et tes claques et va manger, quoi. Et je pars, sans rien réellement dire, tu vois. Et là, il m'appelle et il me dit, il faut qu'on parle. Je lui dis oui. Et là, je lui dis, c'était pas ce qui était convenu. Il me fait, oui, mais c'est compliqué de travailler avec toi, tu fais jamais comme on te demande. Encore des reproches. Et là, j'ai dit, non, mais là, c'est pas possible à un moment donné. Là, c'est vraiment pas possible. Et donc, on mange ensemble et tout. Et puis, j'essaye de lui faire comprendre. J'ai dit, tu sais, mais moi, je suis en train d'apprendre quelque chose. Donc, en fait, je me noyais dans des explications qui servent à rien. Même si toi, tu dois faire le contenu, il faut que tu filmes parce que dans ton idée, dans ta tête, tu as tes plans. Lui, je sais pas si le monsieur qui venait parler du produit qu'il vendait, il faisait de la création de contenu, mais genre s'il se filmait et que ça n'a pas le bon plan, après on va dire que ta vidéo elle est pas bien, mais t'as pas le matériel pour. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais. T'as rien pour pouvoir monter ta vidéo s'il a un plan pourri, qu'il est en contre-jour et qu'il parle d'un truc et qu'il est chiant, tu vois. Enfin, je sais pas, ça se trouve, il est talentueux, mais Ouais, mais c'était pas ce qu'on avait convenu, Ouais. comme t'as dit. Et en fait, là, je me dis, j'ai dit, mais tu comprends pas, en fait. Je suis en train de me noyer dans des explications. Et là, il me regarde dans les yeux et il me dit, tu es viré. Et là, j'ai dit, pardon? il n'y a pas de contrat déjà. Oui, voilà. Dans ma tête, j'ai dit, il n'y a pas de contrat. Et là, je lui ai regardé, la première chose que je lui ai dit, j'ai dit, bah, si je suis virée, toi, tu rentres pas ce soir à la maison. Et là, dans ma tête, ça a été stop. Stop, Julie. Stop de te faire marcher dessus. Stop de ne pas te faire respecter. Stop de te faire prendre pour une imbécile, quoi. Et je me Oui. souviens, je suis retournée au magasin, j'ai pris la poussette de mon fils, je suis allée le chercher et je lui ai pas adressé la parole. Et là, il a essayé de m'appeler et en gros, il disait oui, je sais nulle part où aller. Pas mon problème. À un moment donné, moi, j'en ai marre de me faire traiter. Alors, je savais au fond de moi, mais enfin, tu dis toujours, bah, tu mets ça sur le coup de la fatigue. C'est. Oui, parce que là, en fait, tu racontes des anecdotes séparées, mais à chaque Mhm. fois, en fait, c'est des anecdotes qui ont fait que c'était la goutte d'eau. Mhm. Pour que, je sais qu'on comprenne bien, parce que Oui. nous, on en a parlé plus longuement, bien sûr, Oui. mais tu t'es pas fâché et tu t'as pas dit que ton couple était fini pour une question de vidéo sur les réseaux sociaux, tu vois. C'est que, en fait, c'est ça, plus ça, plus ça, Exact. plus ça, plus ça, et Ouais. au bout d'un moment, il y a une goutte d'eau Mm. et boum, quoi. C'est ça. Et en fait, la goutte d'eau, si je peux dire, ou plutôt le vase, ça s'est passé le lendemain matin. C'était le jour des 1 an et 4 mois de Thiago. Du coup, il re-rentre quand même dans l'appartement. Et je me souviens, j'avais pris ma douche et j'avais enlevé ma bague de fiançailles parce que elle était clairement très grosse et moi j'ai les cheveux bouclés pour pas qu'elle s'en mêle dans les cheveux. Bref, je la pose sur le coin de la salle de bain et tout. Il se réveille après et là, il voit que l'alliance est dans la salle de bain. Il est arrivé en furie. Et alors là, une deuxième violence physique où là, clairement, je me suis retrouvée à terre. Et Thiago a vu toute la scène. Et là, dans ma tête, je me suis dit, c'est fini. Plus jamais. Je m'étais dit, on se pose toujours des limites en se disant, mais ces limites, elles arriveront pas, tu vois. Et là, je me suis dit, c'est fini. Il s'en est pris à mon fils et à moi. C'est terminé. Et donc, là, je lui ai dit de partir. Je lui ai dit de partir. Bon, il est parti 2-3 jours, mais il est revenu après. Et j'avais la boule au ventre. J'ai vécu sous le même toit de l'amour que j'avais connu quand j'avais 17 ans. Je pensais que c'était mon conte de fées. Je pensais que c'était mon prince charmant. Et au final, il s'est avéré que le conte de fées il se transformait en pire cauchemar, quoi. Donc, pendant cette période-là, j'avais peur, en fait. Je vivais avec mes passeports sous mon oreiller, mon fils avec moi, de peur qu'il me le prenne. Et là, au Chili, j'ai eu le besoin, en fait, de parler à une personne extérieure. Donc, j'ai contacté j'avais demandé à ChatGPT, thérapeute française au Chili, à Santiago, pour parler, en fait. Ouais. Et je lui raconte mon histoire de A à Z. Et là, elle me dit, mais Julie... ce que tu vis, c'est de l'emprise. En fait, au fond de moi, tu le savais, mais tu voulais juste pas le verbaliser, entre guillemets. Oui, puis aussi, peut-être qu'on réalise pas, c'est que dans tous tes voyages, à chaque fois, t'es isolé. Parce que quand il t'arrive ça, mais que t'as tout ton cercle familial, amical, depuis des années qui est autour de toi, bon, déjà, même avec ça, c'est compliqué, mais là, par exemple, je veux dire, au Chili, t'étais toute seule, quoi. Ah, j'avais personne. À Los Angeles, j'avais personne. Oui. Et puis au Chili, personne. C'est ça, et ça, c'est un vrai isolement. Parce que des fois, t'as besoin de juste pouvoir parler. Et là, en l'occurrence, tu voulais même parler à ta famille, il y avait le décalage horaire, enfin... Ou tu sais, aller se réfugier chez une amie quand ça va pas. Là, c'était ma thérapeute, les mardis à 10h. Voilà. Et personne n'a su que durant ces moments-là, tu sais, t'affiches sur les réseaux sociaux ce que tu veux montrer, en fait. Mais personne ne savait que au final je m'étais retrouvée à terre et tout et du coup cette personne, ma thérapeute, elle me dit prends une avocate. Je dis mais non, mais je peux pas faire ça, prends une avocate. Et en fait je rencontre une avocate, je lui raconte toute mon histoire de A à Z et elle me dit il faut le dénoncer. Et là elle me dit dans ma tête non mais je peux pas le dénoncer, en fait à un moment donné il a rien fait de mal encore, tu sais t'as le petit ange et le diable sur chaque côté de ton épaule et puis t'essayes de faire au mieux, quoi. Et elle me dit, Julie, il faut dénoncer ce que tu vis, c'est de la violence. C'est de la violence. Et en fait, elle a été avec moi au poste de police à Santiago, en espagnol. Et j'ai dénoncé.
Le jour même, j'ai obtenu un jugement de manière urgente avec un juge du tribunal des familles qui m'a donné un ordre d'éloignement, quoi. Et j'avais des preuves, j'avais des messages, ce que j'ai fourni, c'est pas simplement ma parole, je suis venue avec un dossier. Et pour qu'elle lui accorde cet ordre d'éloignement, c'est que, voilà, je racontais pas des blabla, quoi. Donc j'ai fait tout ça en espagnol, j'ai dû le raconter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 fois. Et ça a été, et là, j'étais toute seule, en fait. Et j'ai eu l'aide de la crèche parce que moi, ma phobie, c'était qu'ils me prennent mon fils. Et en gros, on a fait les papiers avec un juge pour qu'il puisse signer légalement mon autorisation de voyage pour que je puisse partir avec Thiago. Et c'était hors de question que je reste là-bas. Pour moi, revenir en Nouvelle-Calédonie, ça signifiait un peu... j'ai raté un peu ma vie, tu vois. J'étais partie d'ici dans l'objectif d'aller conquérir un petit peu le monde, tu vois, et de pouvoir réussir ailleurs. Et au final, à l'heure d'aujourd'hui, je peux dire que c'est ce qui m'a sauvée et je suis très heureuse d'être revenue ici. Mais ça a été horrible de se sentir toute seule. Et puis, il faut le dire, j'ai été dans une voiture de police qui m'a ramenée avec mon fils derrière, chez moi. J'ai vécu des trucs qui je le souhaite même à personne, tu vois. Et oui, je me sentais seule. J'étais dans mon appartement, je pleurais tous les soirs. Au vu de mes amis, personne ne savait ce que je vivais. Parce que la honte de dire que regarde, t'as demandé un mariage quelques semaines, mois plus tôt, vous avez une famille, et au final, entre guillemets, j'ai porté la culpabilité de enlever un enfant à son papa. Et t'en parlais à tes parents de ce que tu vivais ou t'arrivais pas à les mettre dedans? J'en ai parlé quand il y a eu cette violence physique qui s'est produite. Je les ai appelés en pleurant. J'avais mal au ventre. Pour avoir reçu des coups, oui. Là, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Et là, t'avais besoin d'en parler à tes parents. Ouais. Et après, oui, ça a été des moments où pour eux, c'était très compliqué de m'aider à distance. Et j'ai eu de la chance que j'ai une Calédonienne chilienne, sa maman est chilienne et son papa est calédonien, français. Et elle habitait à quelques pâtés de maison de là où j'habitais, c'était trop drôle. Et elle m'a soutenue aussi, tu vois. Donc j'ai eu plusieurs personnes. Ça n'a pas été ma famille, mais ça a été des piliers, en fait, notamment ma thérapeute. Après, je me souviens un jour, tellement que j'étais bloquée du dos, je suis allée voir une acupunctrice. Pareil, elle m'a aidée, elles m'ont soutenue, en fait, tu vois. Et puis, j'ai trouvé un refuge chez ma thérapeute tous les mardis. Alors, je roulais pas sur l'or, mais je ne pouvais pas ne pas y aller parce que c'était mon moment à moi pour justement... Ouais, c'était ta bulle, quoi. Ouais. Et là, prise de conscience, je me dis... Au moment où je me suis séparée vraiment du papa de Thiago, je me dis, mais regarde tout ce que tu as vécu, tu peux pas rester comme ça. Si tu avais su que dans ton postpartum, c'était OK de rien faire chez toi avec ton bébé, en fait, j'avais aucun outil, tu vois. Je me suis dit, c'est là qu'il y a quelque chose à faire. Faut aider les mamans. Faut pas... Ce que moi, j'ai vécu, je le souhaite à personne. Et c'est là que je me suis dit, en fait, t'as trouvé ta mission de vie. C'est d'aider les femmes. C'est ça, en fait. Je peux pas laisser d'autres femmes, même si je suis pas la sauveuse, je vais pas sauver personne. Mais je veux dire, de mon expérience, je veux en tirer une leçon et pas... J'aurais pu choisir de dire, écoute, non, c'est plus facile, la drogue, l'alcool et tout, je sombre dans ça. Mais j'ai choisi la difficulté de me le relever, surtout parce qu'il y avait mon fils, tu vois. Et que son petit loulou, il n'a pas demandé à être là. Et je lui dois tout. Et puis, allez, c'est parti. Et relève-toi. Ça va être difficile, mais vas-y, fonce. Parce que, oui, il y a un après, quand on ne sait pas, mais il y a un après. Et puis, il va être beaucoup plus beau, ça, c'est sûr, que ce que tu es en train de vivre maintenant. Et est-ce que là, tu te sens soulagée depuis que tu es rentrée ici? Ouais. Est-ce que tu arrives à retrouver un équilibre C'est paisible, quoi. Oui, déjà de savoir qu'on ne vit plus dans le même pays, que j'ai posé des mots sur la dépression postpartum, j'ai posé des mots sur la relation que je vivais, ça a joué énormément, tu vois. Et de se dire que la distance fait que... Alors oui, il y a toujours le contact via le téléphone, mais la distance a énormément aidé. Maintenant, il n'y a que moi et mon fils, j'ai pas la boule au ventre de me dire il peut aller récupérer Thiago à n'importe quel moment de la journée, parce que... des fois, il allait récupérer Thiago, des fois, il n'allait pas.
c'était n'importe quoi, quoi. Et de me dire que là, il y a personne, en fait. Il y a que moi. J'apporte tout ce dont Thiago il a besoin et il y a que moi qui m'en occupe, tu vois. Et ouais, carrément, maintenant, j'ai retrouvé mon équilibre. Je suis vraiment beaucoup plus paisible qu'il y a quelques mois en arrière. Mhm. Ok. Et comme tu l'as dit un peu plus tôt, là, tu as lancé un accompagnement pour justement aider les femmes qui sont en dépression du postpartum ou en fait les femmes en postpartum en général, quoi. Oui, les femmes, tu sais, on dit toujours, on te pose toujours la question, t'as pris tes séances pour accoucher, savoir comment accoucher, mais on te dit jamais, t'as pris tes séances pour de Préparer postpartum. ton postpartum. Ouais. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise ça. J'aurais aimé qu'on me dise, écoute, Julie, vas-y, en fait, il y a ça, tu vas te sentir comme ça et tout. Et tout ce que j'ai pas trouvé comme outil, oui, je l'ai monté dans un accompagnement. Et oui, maintenant, j'accompagne les mamans à se reconstruire, à réapprendre à avoir confiance en elles, à se retrouver, poser des limites. Parce que quand tu es maman, c'est OK de dire non quand t'as pas envie de recevoir. Mais on dit toujours, dire non, c'est pas bien. Mais non, en fait, ça s'apprend, tu vois. Voilà, donc c'est vraiment accompagner les mamans à traverser cette période, à renaître, en fait. Parce que quand tu deviens maman, c'est une toute nouvelle identité et tu dois réapprendre à te reconnaître, quoi. À te reconnaître et à te reconnecter, surtout à la personne à laquelle tu es. En tout cas, merci beaucoup, Julie, pour ce beau témoignage qui est hyper honnête sur aussi le fait d'accepter que parfois la vie, c'est pas un conte de fées, qu'on a le droit de mettre des limites, qu'on a le droit de pas en fait avoir la vie parfaite des réseaux sociaux et qu'on a le droit de le dire sans avoir honte, surtout. Ouais, pour moi, c'était important de le mettre en lumière parce que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la réalité. Et puis, c'est pas parce que tu vis ça que c'est une honte. Et je pense que l'acceptation, c'est le premier pas aussi de la guérison et de ton avancée. Donc, ouais, je suis fière de mon parcours et je suis fière d'accompagner en fait ces femmes, ces mamans qui en ont besoin parce que vraiment tout ce que j'ai vécu, encore une fois, je veux que personne ne le vive, qu'aucune maman le vive. Et puis, s'il y a des outils qui sont mis en place, autant les utiliser. Donc, merci. Merci à toi encore une fois. Et est-ce que tu veux laisser un petit message pour Thiago en fin d'épisode ? Oui, mon bébé, encore joyeux anniversaire. Et maman te promet de réussir pour toi, pour tous les deux. Merci. Parfait. Merci à vous de nous avoir écoutés. Tata tout le monde. Tata.